Notre invité politique ce matin, c'est Alexis Corbière. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Mais ça va vous-même? Oui. Vous allez bien puisque vous avez été réélu dimanche. Et oui. Donc j'imagine que forcément vous allez bien. Réélu député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, on le précise. Et on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. On va évidemment commencer par les législatives et vous avez sans doute entendu Emmanuel Macron hier sur le tarmac de l'aéroport avant de s'envoler vers la Roumanie appeler les Français à lui donner une majorité solide. Est-ce que c'est important pour la majorité du pays que le président dispose d'une majorité solide et d'une majorité absolue? Non, moi je fais le vœu qu'il y ait une majorité solide qui se dégage pour qu'un gouvernement puisse agir. Après, c'est aux Français de décider si c'est le programme d'Emmanuel Macron ou notre programme. Il n'y a pas en 5e République une espèce d'argument d'autorité parce qu'on a élu Emmanuel Macron. D'un seul coup, on doit abandonner ses convictions et uniquement se réduire au rôle de le fan club de Monsieur Macron qui doit venir dimanche prochain et pas voter en conscience. Alors moi, j'ai trouvé que son interview, déjà, elle était bizarre en termes de communication. Je sais pas si c'est une imitation de Donald Trump sur le tarmac avec un avion derrière. Vous n'avez pas aimé le ronron des moteurs derrière? Non, puis c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il s'en va? Il prend la fuite comme Michel Sardou. Si Mélenchon gagne, je m'en vais. Je sais pas très bien ce qu'il veut dire. Et surtout, il y a un argument, qui moi m'a piqué. C'est-à-dire qu'il dit, en gros, le seul vote pour sauver la République, c'est le sien. Alors ça, c'est pas aucune voix ne doit manquer à la République. Voilà, Comment vous l'avez pris, ça, cette phrase? Il y a une ambiguïté. Si je suis bon prince, je peux dire peut-être qu'il invite les Français à aller voter. Très bien, il faut aller voter. Et je forme le vœu. C'était ça aussi, ça y ressemble Alors, aussi. si c'est le cas, dont acte, un électeur sur deux n'est pas venu voter dimanche. Le souverain, c'est le peuple, il doit se déplacer. Je les invite à aller voter. Quel que soit pour le candidat qu'ils choisiront, allez voter parce que c'est plus important, je dirais, d'un certain point de vue que l'élection présidentielle. La majorité qui en sortira. Mais comme quand même, si on suit le propos, ce que nous dit Emmanuel Macron, j'ai compris la tactique, elle est grossière parfois de la part de ses amis. Les extrêmes arrivent, au secours, aucun programme n'est raisonnable à part le sien. Mélenchon est un personnage totalement qui va mettre le pays sans dessus-dessous. On va apprendre bientôt qu'il mange les petits-enfants au petit-déjeuner, etc. Enfin, on rivalise d'arguments absurdes, Monsieur Castaner ayant le pompon que si la NUPES est élue, on pourra plus couper du bois dans son jardin. Enfin, n'importe quoi, tout y passe. J'ai vu Madame de Montchalin expliquer, elle est face à un monsieur que vous connaissez, Jérôme Gage, je veux dire, elle l'a traité, qu'il aurait des relents d'antisémitisme. Alors pardon, mais Jérôme Gage est attaché à la laïcité, mais par son histoire personnelle, attaquer Jérôme Gage sur le terrain de soi-disant l'antisémitisme, c'est absurde, c'est flétrissant. Bon, Jean-Luc Mélenchon aussi, il y va un peu fort. Ce matin, dans le Parisien aujourd'hui en France, il dit le chaos, c'est Emmanuel Macron. Bon, est-ce que là aussi, c'est pas un peu gros? Déjà, il répondait à ce tapis de bombe que nous recevons. Et le chaos, oui, c'est à l'heure actuelle. Quand vous avez 1 million de personnes supplémentaires qui sont passées sous le seuil de pauvreté, nous dit l'INSEE, en 5 ans. On est passé de 9,4 millions à 10,5 et l'INSEE nous dit même qu'il faut en rajouter 1,6. C'est-à-dire 12 millions de gens sous le seuil de pauvreté. Et qu'en même temps, je fais ça, je simplifie. Vous avez les 5 personnes les plus riches du pays qui possèdent désormais autant que 40% de la population, soit 27 millions de personnes. Ce pays qui se fracture avec des gens qui accumulent des richesses d'un côté et des milieux populaires en difficulté en raison de l'inflation, des gens qui basculent sous le seuil de pauvreté. On peut imaginer autre chose. Voilà ce que nous disons. Et on voit bien que notre programme, il est caricaturé, sali, ridiculisé de la part de certains. Mais en même temps, l'événement, pardon de le dire, qui s'est passé dimanche, c'est que beaucoup de gens sont venus voter et que nous sommes, aujourd'hui, les électeurs en tranchant dimanche, mais dans la possibilité de gagner et de voir Mélenchon en Premier ministre. Beaucoup de gens sont venus voter dimanche, bof. C'est quand même un record absolu en matière d'abstention. J'entends, oui. On a beaucoup de gens pour la nouvelle union. Quand vous dites qu'on a besoin d'une majorité solide, alors qu'elle soit ensemble ou NUPES, etc., la démocratie a besoin d'une majorité solide qui soit basée sur une très forte participation. Tout à fait. Sinon, il y a une suspicion ou un discours qui peut se développer autour de la légitimité Bien sûr. de parlementaires qui seraient mal élus. C'était le discours en 2017. Est-ce qu'en 2022, vous pourriez avoir une majorité avec le même type de discours en disant finalement la NUPES est majoritaire ou très bien placée à l'Assemblée, mais avec des députés qui ont été désignés par une toute petite fraction de la population? Moi, je lâcherai jamais ce discours que j'ai tenu publiquement, que j'ai même dit sur votre plateau. Vous avez intérêt à ce qu'il y ait des gens qui aillent voter? Bien sûr, nous avons un problème. Est-ce que ça, c'est possible? Vous pensez que c'est encore possible? Il faut, oui, ça va se jouer à ça. Mais comment on fait? Parce qu'en général, le deuxième tour... Il fait campagne. Vous m'invitez. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai pas d'autre moyen qui est, là, ça se termine vendredi à minuit, c'est-à-dire que mes amis sont, et là, sitôt que l'émission est terminée, je vais aider d'autres amis qui sont en campagne, faire campagne. Porte-à-porte, collage d'affiches, diffusion de tracts, des émissions. Vous faites bien le job, si je puis me permettre, mais je veux dire, on aurait apprécié que le gouvernement, Madame Borne, accepte un débat dans une grande chaîne pour dire, voilà, on discute programme contre programme. On a vu quand même que parmi les stratégies d'Emmanuel Macron, c'était quand même
discret, quoi. Je veux dire. Il y a une volonté d'enjamber le scrutin. Clairement. Et il le paye, vous pensez aujourd'hui? Moi, je pense qu'il n'a pas vu venir le coup, pardon de l'expression un peu triviale. Il pensait que, en faisant profil bas, on nomme la Premier ministre le plus tard possible. Sitôt qu'elle est élue, on nous explique que désormais les ministres ont le devoir de réserve parce que la campagne commence. On dit uniquement, voilà, vous m'avez élu, donc donnez-moi une majorité, braves gens, et restons-en là. Il n'avait pas prévu. Et je vais vous faire une confidence, nous non plus, qu'on arrive au lendemain de la présidentielle à réunir cette nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et il y a eu un tournant stratégique, y compris de notre part, qu'on a pu réaliser, que sans aucun doute, Emmanuel Macron, là encore, a été un peu déstabilisé en disant mais qu'est-ce qui se passe? Mélenchon fait un gros score, mais en plus, ils rassemblent des forces, ils ont un programme, 640 propositions, j'invite à les lire, des candidats, un discours, ils nous ont accusés d'incohérence, mais quand même, globalement, les Français ont vu que nous avions une parole commune avec Olivier Faure, Julien Bayou, etc., et que ça valait le coup. Alors après, ce que vous dites, et j'en termine là-dessus, c'est évident qu'il faut réformer nos institutions. Et ça, chacun le sait que nous portons cela. Moi, je suis pour une 6e République, comment il y a de la proportionnelle, comment il y a la prise en compte du vote blanc, comment le citoyen a des droits nouveaux aussi pour contrôler ses élus, que ce soit par des référendums d'initiative citoyenne. À titre personnel, je suis quelqu'un de favorable à l'idée qu'on puisse révoquer les élus en cours de mandat. Tout ça, c'est des idées fortes, on a le droit de ne pas être d'accord, mais je dis à tout le monde, ceux qui nous écoutent, que vous soyez pour M. Macron, Mme Le Pen, qu'importe, une démocratie où à force celui qui est élu et qui concentre énormément de pouvoir comme le président de la République repose sur une tête d'épingle à l'arrivée, c'est-à-dire qu'il fait 24% des exprimés, 18% des inscrits au premier tour, il est élu essentiellement dans un rejet de Madame Le Pen. Attention, parce que ça ouvre quoi comme possibilité? Que les Français et les Françaises pensent que tout ça ne sert plus à rien, que les élus ne les représentent pas, et la solution autoritaire, ou la tentative, un peu la tentation, on va dire, autoritaire, peut l'emporter. Et moi, je ne le souhaite pas, parce qu'un grand pays ne se dirige pas. Et vous la redoutez? Vous redoutez ce qui peut se passer dans ce quinquennat? Des mouvements de colère je vois plus forts que les Gilets jaunes? Des mouvements de colère. L'idée, après tout, même que ce qui est un peu le foyer intellectuel de l'extrême droite, qu'il faut quelqu'un d'autoritaire qui prenne le contrôle du pays, parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Mais est-ce que vous-même, en disant que la bataille doit se poursuivre dans la rue, même après les élections, vous encouragez pas aussi un peu à ce type de mouvement? Non, mais attendez, que les choses soient claires. Quand on dit qu'il faut se mobiliser, qu'il faut qu'il y ait des grèves, que les organisations syndicales soient là, quand on nous dit que ça va être la retraite à 65 ans, je forme le vœu que le mouvement syndical, mais ça c'est notre histoire, bon sang, on va pas quand même découvrir que dans ce pays, déjà il y a un peuple turbulent qui a la passion de l'égalité, et que s'il y a une volonté de faire travailler le monde du travail... Mais ça doit en rester au mouvement syndical. Bah oui, de toute façon, moi je suis profondément attaché à la démocratie, que les choses soient claires. C'est-à-dire que vous ne contesterez pas le résultat des élections, quel qu'il soit dimanche? Non, enfin, même si Jean-Luc Mélenchon ne devient pas Premier ministre. Mais je ne m'appelle pas Donald Trump et j'invite pas les gens à prendre le Capitole de force. De toute façon, c'est absurde. C'est pas ça la discussion. Par contre, je continue à questionner ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'un président en 5e République, qui sont des institutions particulières dans notre histoire, une concentration de pouvoir sur un homme qui a une base électorale aussi faible, pose un problème. Et le président doit le comprendre. Et Jean-Luc Mélenchon, si lui était président, il avait toujours dit que l'Assemblée constituante, le fait que notre peuple rediscute de quelles sont nos institutions, pourquoi nous voulons vivre ensemble, pourquoi vous et moi, nous tous, comment on fait peuple, sur la base de quel droit, quel contrôle des élus. C'est passionnant ça, sinon, attention. À cet égard, si on arrivait dimanche à une majorité relative pour la majorité présidentielle, c'est-à-dire pas de majorité absolue, moins de 289 sièges pour La République En Marche, le MoDem et Horizon, est-ce que ce serait... L'objectif serait accompli, atteint? Est-ce que ce serait une victoire pour la NUP? Est-ce que ça permettrait aussi, après ce que vous venez de dire, de renforcer les pouvoirs du Parlement et de refaire que le Parlement soit à nouveau un petit peu intéressant et que les débats ils soient plus musclés? Je partage chacun raconte. Mon but dans la vie, c'est pas d'être notre but, pardon, c'est pas d'être le poil à gratter. Enfin, c'est d'avoir une majorité. Mais si elle n'a pas lieu, alors. Mais vous y croyez encore? Bien sûr. On a 4 jours, vous allez pas nous dire non. Mais est-ce que sincèrement vous pensez encore être en capacité? Oui. Et j'invite chacun à ne pas avoir d'argument d'autorité. Je ne dis pas que c'est fait, mais j'aime pas les arguments consistant à dire mais Monsieur Corbière, allons, ce n'est pas possible. Je ne sais pas. Un Français sur deux n'est pas venu voter dimanche. Ils vont se déplacer dimanche prochain. Je ne sais. Ayons l'honnêteté et la modestie de dire. C'est les Français qui vont juger. Mais pas d'argument d'autorité, comme certains veulent le dire, vous êtes cynique parce que vous savez qu'ils ne gagneraient pas. Non, j'y crois. Alors, deuxièmement, vous dites autre chose, c'est que... pardon, j'ai perdu le fil. C'est qu'une majorité relative. Voilà, alors, ça relance le Parlement. Moi, j'avoue, les Français et les Françaises qui nous regardent, écoutez, c'est bien ce qui est en train d'avoir lieu. Il faut reparlementariser la vie politique. Et je le dis ici, dans la maison du Sénat, moi qui suis aussi attaché à l'Assemblée nationale, il est sain qu'un pouvoir politique soit entre les mains de 577 personnes, pour ce qui est de l'Assemblée, plutôt qu'une seule. Voilà, on va discuter, il y aura de la controverse, il y aura des commissions, il y aura du regard collectif. C'est bon pour notre vie politique. On ne dirige pas un grand pays
avec un seul homme, avec tel que c'était le cas dernièrement, un petit groupe autour du président de la République pour gérer la crise sur le Covid. Est-ce que vous serez dans une opposition constructive, comme le disent par exemple les Républicains, ou vous serez dans une opposition systématique positive. Oui, alors si jamais vous n'êtes pas dans la majorité. Non mais avouez que la question... Non mais est-ce que vous pourriez, sur certains textes, voter avec la République En Marche et avec la majorité présidentielle? Il y a un sous-entendu dans la question. Moi, je suis un homme de conviction. Je voterai pour ce qui me semble bon pour les gens. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas dans l'opposition systématique, mais si vous me présentez que des textes que je jure régressifs, je voterai contre. Pas la retraite à 65 ans. Ben voilà. Non, mais je veux dire, parlons concrètement. C'est-à-dire que souvent, vous savez, les macronistes parfois ils mettent des têtes de chapitre et disent vous êtes contre. Mais moi, je demande à voir dans le texte, parce que ils ont une tendance à utiliser, et on pourrait en parler, un vocabulaire pour dire qui prend une forme de l'inverse de ce qu'il y a dedans, qui est pas bon. Et d'ailleurs, la question des mots, elle est importante. J'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, j'entends dire, faudrait faire des barrages républicains quand Madame Rachel Keke, femme de ménage, va être élue. On utilise ce vocabulaire chez les macronistes. J'ai dit qu'ils utilisent le mot. Alors, c'est Roxana Maracineanu qui est son adversaire, qui appelle à voter pour elle. Non, mais elle a le droit d'appeler à voter pour elle, Non, mais elle a le droit d'appeler à voter pour elle. C'est comment dirais-je, le lot de tout candidat. Mais on n'est pas obligé d'utiliser le terme de barrage républicain. Ça, moi, je suis prof d'histoire. Attention, je veux dire, c'est les années 30 contre l'extrême droite. C'est 1956 contre le mouvement poujadiste. On n'utilise pas ce vocabulaire contre une femme de ménage qui peut-être va être élue, que je trouverais formidable. Elle a le droit de défendre son projet, mais pas d'utiliser tout ce vocabulaire politique pour le transformer en autre chose. Si les mots n'ont plus aucun sens, au bout d'un moment, on ne pourra plus se parler. Si le mot de laïcité n'a plus aucun sens... Pardon, je vous laisse. Non, mais juste sur les duels, parce que c'est aussi intéressant. Est-ce que vous, clairement, vous appelez à voter pour Emmanuel Macron, enfin pour les candidats de la majorité présidentielle dans les circonscriptions où vous êtes absent? Non, attendez, si je comprends. C'est un duel, par exemple, entre un candidat d'Ensemble et un candidat du Rassemblement National. Clairement, vous dites qu'il faut voter pour le candidat d'Ensemble. On ne change pas d'attitude par rapport à ça. Nous avons toujours dit pas une voix pour l'extrême droite. Voilà. Donc une voix pour Ensemble. Il y a des électeurs qui auront du mal parfois à se déplacer. Il y en a d'autres qui prendront le bulletin pour battre l'extrême droite. Vous pourriez dire, comme le Rassemblement National, abstention. Non, je dis pas abstention. Je dis pas une voix pour le FN et après l'électeur fait ce qu'il veut. J'ai des amis qui ont sur cette question-là des opinions différentes et je crois qu'il faut pas, nous diviser artificiellement sur cette question. Voilà. J'observe que par ailleurs, pour ce qui est des macronistes, après nous avoir fait des grandes leçons contre l'extrême droite, ils n'ont pas la même clarté et même parfois ils nous renvoient dos à dos. Ils disent comme vous, pas une voix pour l'extrême droite. Non. Jean-Michel Blanquer a dit clairement que pour lui, nous sommes la même chose que l'extrême droite. Cet homme a non seulement été battu dans les urnes et il revient pour dire... c'est vraiment un sale personnage, Monsieur Blanquer. Il ne s'honore pas. Il y en a d'autres comme ça. Moi, j'ai pas entendu, quand nous sommes dans des duels face à l'extrême droite, la Macronie, j'ai entendu des voix, mais pas clairement un discours consistant à dire qu'il fallait battre l'extrême droite et voter pour... Elisabeth Borne dit pas une voix ne doit aller à l'extrême droite. Olivia Grégoire a dit pas une voix ne doit aller à l'extrême. Vous parlez mieux le Borne que moi, parce que moi je l'ai entendu parler des extrêmes. Mais je vous donne le point, c'est vous qui avez raison. Juste parce qu'il y a quand même une triangulaire, parce que là aussi il y a des cas intéressants chez vous. Il y a une triangulaire notamment dans la Nièvre, où la candidate de la NUP, qui est la France Insoumise, est arrivée 3e et elle a refusé de se retirer, alors que c'est le Rassemblement National qui est arrivé en tête. Est-ce que vous la soutenez encore, cette candidate? Écoutez, moi je crois que ce que j'ai vu c'est assez ouvert, surtout qu'il y a des macronistes qui ne se retirent pas non plus dans certains endroits, donc... Il y a une circonscription aussi dans le Lot-et-Garonne où le candidat Ensemble ne se retire pas. Mais bon, est-ce que là, vous soutenez le fait que malgré le fait que le Rassemblement National soit arrivé en tête, elle ne se retire pas? Mes amis ont dû apprécier le fait que ça ne favorisait pas nécessairement l'extrême droite et qu'il y avait un deuxième tour qui méritait d'être porté. Juste un point, on peut revenir sur l'idée d'une assemblée dans laquelle la majorité présidentielle n'aurait pas la majorité absolue. Excusez-moi, j'insiste, mais ça voudrait dire que vous seriez, votre groupe, la NUP serait le premier groupe ou premier intergroupe d'opposition. Et donc vous auriez un rôle d'arbitrage très fort et que dans cette perspective-là, il y a un certain nombre de textes qui pourraient être négociés pied à pied avec chaque composante des groupes. Est-ce que ça, c'est pas un risque de voir votre coalition, la Nouvelle Union Populaire, exploser très vite et se diviser très vite au sein de l'Assemblée sur des textes avec des écologistes qui diraient oui au gouvernement, pas vous, et puis inversement sur d'autres textes, des divergences de vues avec les communistes, les socialistes. Vous savez... Elle va durer, autrement dit, elle va durer cette Nouvelle Union Populaire au sein de l'Assemblée ou pas? Moi, je dirais que c'est comme le vélo, ça tient debout tant que ça avance. Si on a, ça vous fait rire, mais tant que... C'est une belle image. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si cette coalition apparaît comme en dynamique et en capacité de prendre le pouvoir prochainement, qu'on a raté la victoire de peu, etc., et qu'il y a un intérêt à maintenir, je suis persuadé que toutes les composantes de la Nouvelle Union Populaire trouveront les conditions pour que nous restions ensemble. Mais selon les projections, vous pourriez avoir 2, voire 3 fois plus de députés que les autres composantes. Est-ce que du coup, vous allez être vraiment enclin à faire des compromis?
Oui, non, moi je pense qu'il faut que ce que nous avons fait là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un tournant stratégique depuis l'élection présidentielle. Et je pense que nous l'avons fait, et là, c'est un tournant qui ne va pas s'arrêter au lendemain de l'élection, de toute manière. Donc on va être contraint, et c'est pas qu'une contrainte d'ailleurs, de discuter politiquement. Moi, ce que vous dites est une hypothèse, mais je ne crois pas que mes amis socialistes, je mets le mot amis entre guillemets, parce que parfois on s'est un peu confrontés, mais malgré tout on s'est découvert aussi. Moi j'ai apprécié Olivier Faure dans cette campagne, qui est un homme de qualité. Bon, je ne crois pas que nos amis socialistes voient leur rôle désormais pour être le supplétif de Macron pour mettre en place des textes. Moi je pense que la tendance de ce que vous décrivez, mais là tous les deux on fait des hypothèses, c'est plutôt que le groupe LR risque d'être absorbé de plus en plus dans la majorité macroniste, parce que c'est la logique des choses. C'est plutôt ça qui va avoir lieu. Et quelque part, pour ceux qui s'intéressent aux idées politiques, la disparition de ce qu'était la droite traditionnelle, et le macronisme va devenir le grand parti de droite et du centre, à mon avis. On pourrait voir disparaître les Républicains, ou moi c'est plutôt ça. Une fusion-acquisition sur les LR. Oui, c'est plutôt ça que je vois, d'autant que les Républicains, à ce stade, n'ont pas la personnalité, ça compte chez eux, qui pourrait être le candidat à la prochaine élection présidentielle. Donc on voit bien, mais en même temps, là encore je veux pas être trop long, depuis la deuxième élection d'Emmanuel Macron, j'ai envie de dire quelque part Macron c'est fini, et déjà des gens se disent qui sera le candidat en 2027, donc on va avoir beaucoup de rivalité pour savoir qui est la prochaine championne ou champion. Vous parlez de personnalité, il en faut dans l'hémicycle, c'est pas un petit peu couillon que Jean-Luc Mélenchon soit pas représenté aux législatives? Bon, vous me vexez. Ça veut dire que nous n'avons. Non, mais vous avez des gens de talent, d'accord, mais il va vous manquer quand même, non? On connaît son côté tribun, orateur, etc. Il était moteur à l'Assemblée. Il va me manquer parce que ça va faire plus de 25 ans que je fais la politique avec lui, mais il s'en va pas, hein. Je veux dire, il n'est pas comme Macron, il n'est pas dans son avion en train de partir. Il va perdre sa voix à l'Assemblée. Est-ce qu'il n'a pas fait une erreur de ne pas se représenter à la députation? Je crois pas, parce que vous savez, un homme comme Jean-Luc Mélenchon, c'est un intellectuel en politique, un homme qui écrit des livres, un homme qui fait des discours, qui fait des conférences. Je suis persuadé que vous aurez toujours à cœur de l'inviter s'il a quelque chose à dire, parce qu'il est, c'est une parole politique forte. Et quelque part, le pari qu'il fait, premièrement, il est tout entier tendu vers l'objectif d'être Premier ministre. Pardon, mais il le fait sans cynisme, etc. Comme il l'a dit, il a quand même de nombreuses années de parlementaire. Il connaît le job, il sait ce que c'est. Il pense aussi que peut-être s'il n'est pas là, et il a bien raison, ça fera émerger encore plus fort toute une série de personnalités politiques parmi nous. Vous savez, la politique est en vide. Est-ce que vous avez envie de devenir le leader de la France Insoumise demain? Moi, j'ai envie, évidemment, comme beaucoup de mes amis, de jouer un rôle important. Je l'ai dit, j'ai une fidélité à ce qu'a représenté Jean-Luc Mélenchon et le mélenchonisme, d'un discours républicain, social, laïque, attaché effectivement aujourd'hui à la compréhension de l'exigence de la cause écologique, etc. Mais il va y avoir une concurrence entre vous, avec Adrien Quatennens, avec Manuel Bompard. Adrien a énormément de talent, il est extrêmement fort, tout le monde l'a remarqué, et moi c'est un ami très cher. Il y a aussi des personnalités féminines qui sont de grands talents. Tout ça, on va analyser la situation. On a 3 ans, je crois, entre l'élection qui se termine dimanche prochain et la prochaine. Donc on va débattre évidemment entre nous. Un peu moins, 2024, les européennes. Oui, pardon, mais enfin je veux dire, on n'est pas immédiatement surplombé par une échéance électorale, donc on va débattre. Et il faut qu'on voit. Ce que je veux dire, c'est il faut d'abord qu'on voit comment on analyse ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on n'a pas gagné? Pourquoi on n'a pas gagné? En gros, je le fais simple. On a bien vu qu'il y a des quartiers populaires, des milieux urbains où on fait des gros scores et des milieux ruraux où il faut progresser. Comment on fait? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Quelle ligne politique permet de ne pas perdre ce que nous avons acquis et de faire venir à nous des gens? Si la discussion politique a lieu et qu'elle est fertile, après, on verra qui l'incarne. Voilà, c'est tout. Et si on fait ça bien, c'est formidable pour l'avenir. Vous nous disiez tout à l'heure, Alexis Corbière, que votre programme est caricaturé. Alors, il pose des questions, notamment sur son financement, et vous entendez évidemment les oppositions les poser. 250 milliards de dépenses nouvelles. Vous parlez de révolution fiscale pour les financer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est républicain, vous savez, on est un partageux aussi, quelque part, et que le seul outil que je connaisse, qui est démocratique, c'est l'impôt. Voilà. Et que l'impôt, actuellement, il est plutôt injuste. Il fait concentrer beaucoup de choses sur les classes moyennes. Et nous proposons 14 tranches d'impôts, notamment, et ceux qui sont les plus fortunés seront effectivement, indiscutablement... Donc 100 milliards d'impôts supplémentaires, mais qui reposeront sur qui? Uniquement sur les plus fortunés? Beaucoup plus... écoutez, commençons par là. Sur tout le monde. Parce que vous proposez aussi l'impôt pour tout le monde. C'est ce que proposait Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Mais évidemment, beaucoup plus progressif. Quand vous avez les 500 personnes les plus fortunées de ce pays qui ont vu leur fortune personnelle passer en 5 ans de 570 milliards à 1000 milliards, il y a quand même là une marge dans laquelle, oui, il faut contribuer à... Mais ça suffira pas, Alexis Corbière. Non, mais ça suffira uniquement pas. Les personnes les plus fortunées qui peuvent financer ces dépenses supplémentaires. Ça suffira pas, mais vous avez nombre de groupes aujourd'hui qui ont fait des profits de manière insolente et qu'il est bon que ce soit remis aussi dans le circuit économique. Nous allons aussi, notre pari, c'est une relance par la consommation populaire et par l'augmentation des salaires pour relancer la machine. Tout ça,
ça permet, mis bout à bout, d'avoir... Avec les difficultés de pouvoir d'achat actuelles des Français. Oui, bien sûr. Vous savez, il faut résoudre ces difficultés. Le blocage des prix des produits de première nécessité est une réponse à ça. Est-ce que vous savez qu'actuellement, c'est essentiellement un effet spéculatif, la montée des prix? Ça n'est pas dû aux conséquences directes de la guerre en Ukraine, l'argument un peu facile. Donc, tous ces aspects-là. Je veux dire, ce qui permet que notre tissu économique, petites entreprises, commerçants, artisans puissent fonctionner, c'est qu'il y ait de la consommation populaire, soyons clairs. Mais est-ce que clairement, il n'y aura pas une augmentation des impôts pour tout le monde avec votre programme? Non. Alors dans des proportions différentes évidemment, mais est-ce qu'il n'y aura pas une augmentation des impôts? Regardez, nous avons fait des différents simulateurs. À ceux qui gagnent 4 000 € individuellement, il y aura moins d'impôts qui seront payés. Mais après, indiscutablement, pour les gens les plus fortunés, il y aura une participation, une sollicitation plus significative. Le rattrapage des salaires que vous évoquez, il est salutaire, il est indispensable. Le problème, c'est est-ce que les entreprises sont en capacité d'encaisser ça aujourd'hui dans le contexte actuel, et notamment les petites entreprises? Est-ce qu'elles peuvent augmenter leurs salariés sans mettre leur équilibre en danger? Ben, il le faut, bien sûr, on va les aider à faire ça. Non, mais attendez, j'ai entendu M. Bérou l'autre jour dire à un boulanger, si on augmente le SMIC, je mets la clé sous la porte. Actuellement, le SMIC est à 1 300 €, 200 € par mois d'augmentation. Il faut pas non plus faire croire que immédiatement toutes les entreprises vont fermer. Il y a quand même beaucoup de groupes, y compris des groupes significatifs qui payent leurs salariés. Les grands groupes peut-être, mais vous avez beaucoup de petites structures. Mais nous avons aussi dans notre programme une sollicitation. Nous avons dans notre programme une sollicitation fiscale plus importante pour les grands groupes qui peut permettre de la redistribution sur les petites entreprises et les moyennes entreprises. Vous savez, beaucoup de gens sont très inquiets de la situation des petites entreprises, mais actuellement, vous avez beaucoup de petites boîtes qui travaillent pour des grands groupes qui les maltraitent. Donc, moi, je suis très attentif à ce que les petits patrons, commerçants, artisans soient aidés. Mais ils sont aidés s'il y a de la consommation populaire, pas des grands groupes qui captent des richesses, et notamment aussi par des aides publiques qui ne sont pas utiles à l'intérêt général. Une dernière question sur un autre sujet, Alexis Corbière, vous qui avez été réélu en Seine-Saint-Denis. Les sénateurs poursuivent jusqu'à la fin de la semaine leurs auditions sur le fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Est-ce que vous souhaitez, dans la nouvelle Assemblée, qu'il y ait une commission d'enquête? Bien sûr, nous l'avons dit, nous souhaitons qu'elle ait lieu. Gloire aux sénateurs, j'ai envie de dire, quelque part, parfois on ironise sur le Sénat, et je dois avouer que j'imagine une sixième... Même pas les derniers. Quoi. Mais là, ils font du bon boulot, parce que c'est très intéressant tout ça, et ça montre une espèce de faillite des mensonges, donc plus au niveau de l'État. C'est préoccupant quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit des choses qui ne sont pas vérifiées, que vous avez un préfet allemand qui dit lui-même, c'est lui qui manifestement est à l'origine de la fake news, des 40 000 faux billets, etc. Et que vous avez une utilisation abusive des forces de l'ordre. Moi, j'ai une haute idée de ce qu'est le métier de policier, de force de l'ordre, mais ça fait trop de fois que dans des événements publics comme ça, c'est la brutalité qui l'emporte. Ce sont des techniques de police qui n'honorent pas la police républicaine. Donc l'audition du Sénat permet cela, et si nous sommes majoritaires, évidemment, à l'Assemblée nationale, il y aura ce type de... Vous pouvez la demander même si vous n'êtes pas majoritaire. Oui, mais là, actuellement... Mais vous la demanderez dès le mois de juillet. Oui, bien sûr. On l'a fait, et sur beaucoup d'autres sujets. Et puis, vous avez dit que j'ai bien été élu. Je m'honore, vous allez me trouver extrêmement prétentieux, que c'est même moi qui ai obtenu le meilleur score national. Donc, vous avez devant vous le député le mieux élu de France, ce qui me rend mes chevilles un petit peu enflées. Mais merci à cette belle Seine-Saint-Denis qui sont venus voter pour nous. Et dimanche, il faut continuer à le faire. Merci Alexis Corbière. Merci d'avoir été notre invité ce matin.